Dans les cours précédents, nous avons vu comment il était possible d'utiliser les lois de l'équilibre statique des forces pour calculer les efforts internes dans les membrures d'un treillis. À l'usage, on remarque cependant que si le treillis comporte plusieurs membrures, et si on souhaite calculer les efforts internes dans chacune de ces membrures, les calculs deviennent rapidement longs et fastidieux. C'est pourquoi dans le cours d'aujourd'hui, nous allons présenter une nouvelle méthode, qui est une méthode graphique, qui permet d'obtenir les efforts internes dans toutes les membrures du treillis de façon beaucoup plus simple et rapide, sans faire de calcul. Cette méthode a aussi l'avantage, comme nous allons le voir, qu'elle nous permet de mieux visualiser le comportement structurel de notre structure et que donc, ça va nous être utile lorsqu'on va vouloir optimiser notre structure. Nous avons choisi de présenter la méthode graphique à l'aide d'un exemple. La structure que nous avons retenue pour cet exemple est présentée ici à l'écran. Donc, il s'agit d'un treillis qui repose sur deux appuis, qui possède une rotule à son sommet et qui est soumis à 5 charges externes. Donc, nous allons analyser cette structure-là à l'aide de la méthode graphique. La première étape consiste à calculer les réactions d'appui de notre structure. Donc, on a déjà vu dans les cours précédents comment calculer les réactions d'appui. Donc ici, on va faire simplement un rappel. Là, on va utiliser les méthodes qu'on a déjà vues. Dans ce cas-là, notre structure a 4 réactions d'appui inconnues. On a 2 réactions d'appui verticales, V1 et V2, 2 réactions d'appui horizontales, H1 et H2. Donc, on a 4 réactions d'appui inconnues, mais notre structure est quand même isostatique parce qu'on a une singularité. La singularité étant la rotule placée là, au sommet de notre structure. Donc, si on fait l'équilibre des forces pour l'ensemble de la structure qui est illustré à l'écran, on peut faire la sommation des moments au point A, puis on sait que cette sommation des moments-là doit être égale à 0. Donc, on voit à l'écran notre sommation des moments. Et donc, ça nous va nous donner que 8 fois V2 plus 4 fois H2 égale à 220. Donc, en simplifiant, on va obtenir une première équation qui nous dit que 2V2 plus H2 est égal à 55. Maintenant, pour avoir une deuxième équation, on va considérer uniquement la portion de la structure qui est située à droite de la rotule et on va tracer son diagramme de corps libre. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici à l'écran. Je vous rappelle que lorsqu'on va tracer le diagramme de corps libre de la structure tronquée, on va indiquer sur notre diagramme tous les efforts qui s'appliquent sur notre structure. Donc, on va ajouter aussi une force H et une force V qui s'applique au niveau du point A, qui est l'effet, en fait, qui représente l'influence de la partie manquante de la structure, de la partie gauche de la structure qu'on a enlevée, sur la partie droite. Donc, ces efforts-là sont évidemment inconnus. Pour trouver une deuxième équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la sommation des moments au point A, c'est-à-dire au point où notre structure est rotulée. Comme il s'agit d'une rotule, on sait que la sommation des moments à ce point-là doit forcément être égale à 0. Donc, si on fait la sommation des moments au point A égale à 0, on a le calcul ici qui est représenté à l'écran, qui va nous donner que 4V2 moins 2H2 est égal à 100. Donc, en simplifiant, on va obtenir que 2V2 moins H2 est égal à 50. Donc, ça va nous donner notre deuxième équation. Donc, nous avons maintenant un système de deux équations avec deux inconnues. En isolant la valeur de H2 dans l'équation 1, on va trouver l'équation 3 qui nous dit que H2 est égal à 55 moins 2V2. Et puis, en insérant l'équation 3 dans l'équation 2, on va obtenir 2V2 moins 55 plus 2V2 égale à 50. Donc, en isolant V2, on a que V2 est égal à 26,25 kN. Et si on reporte cette valeur-là dans l'équation 1, on va trouver également que H2 est égal à 2,5 kN. Je sais aussi en faisant l'équilibre des forces horizontales que la sommation des forces horizontales doit être égale à 0. Donc, grâce à ça, je vais trouver que H1 est égal à 2,5 plus 40, donc est égal à 42,5 kN. Et je sais également que la sommation des forces verticales doit également être égale à 0. Donc, je vais avoir que, en faisant la sommation des forces verticales, je vais trouver que V1 est égal à 43,75 kN. Donc, j'ai maintenant trouvé
mes 4 réactions d'appui inconnues. Maintenant que nous connaissons les réactions d'appui de notre structure, nous pouvons passer à la méthode graphique proprement dite. Dans un premier temps, il nous faut tracer un diagramme de forme et définir une notation. Le diagramme de forme est tout simplement une représentation graphique tracée à l'échelle du diagramme de corps libre sur laquelle nous allons ajouter une notation par intervalle formée de chiffres et de lettres. Dans un premier temps, nous allons, à partir du diagramme de forme, subdiviser le pourtour de la structure en intervalles que nous désignerons par des lettres majuscules. L'ordre de numérotation n'a pas d'importance, mais habituellement on commence par l'extrémité gauche et on tourne dans le sens horaire. Donc on va commencer par définir l'intervalle A, qui est représenté ici à l'écran par les lignes bleues. Donc l'intervalle A, en fait, va désigner tout le périmètre qui sépare la réaction d'appui horizontale de 42,5 kN de la charge verticale de 10 kN. Donc, on constate que la structure comprend 3 membrures qui sont adjacentes à l'intervalle A, les 2 membrures inclinées, ainsi que la membrure verticale. À partir de l'intervalle A, si on continue de se déplacer sur le pourtour de notre structure dans le sens horaire, on va désigner le deuxième intervalle que nous allons appeler l'intervalle B. Donc, en fait, l'intervalle B désigne tout le périmètre qui sépare la charge verticale de 10 kN de celle de 20 kN. On constate que la structure comprend une seule membrure qui est adjacente à l'intervalle B et qui est représentée en bleu ici à l'écran. Si je continue à me déplacer dans le sens horaire sur le périmètre extérieur de ma structure, je vais définir l'intervalle C, qui désigne en fait le périmètre qui sépare la charge verticale de 20 kN de celle de 30 kN. Je constate que 2 membrures sont adjacentes à l'intervalle C et sont représentées ici en bleu. En poursuivant ma démarche, je vais définir l'intervalle D, qui désigne en fait le périmètre extérieur qui sépare la charge verticale de 30 kN de celle de 10 kN. Je constate qu'une seule membrure, toujours dans le même esprit, l'intervalle E désigne le périmètre extérieur de la structure qui sépare la charge verticale de 10 kN de la charge horizontale de 2,5 kN. Je constate qu'une seule membrure est adjacente. Le prochain intervalle, l'intervalle F, désigne le périmètre extérieur de ma structure qui sépare la charge horizontale de 2,5 kN de la charge verticale de 26,25 kN. Dans ce cas-là, si je regarde à l'écran, je m'aperçois qu'aucune membrure n'est adjacente à l'intervalle F. Donc l'intervalle F ne fait que désigner un espace entre deux charges extérieures. L'intervalle G désigne tout le périmètre extérieur qui sépare la charge verticale de 26,25 kN et la charge horizontale de 40 kN. Je constate que 5 membrures sont adjacentes à l'intervalle G et sont représentées en bleu à l'écran. Donc, j'ai une membrure verticale, 2 membrures horizontales, ainsi que 2 membrures inclinées. L'intervalle H désigne le périmètre qui sépare la charge horizontale de 40 kN et la charge verticale de 43,75 kN. Une seule membrure est adjacente à l'intervalle H et est illustrée en bleu à l'écran. L'intervalle I désigne le périmètre extérieur qui sépare la charge verticale de 43,75 kN et la charge horizontale de 42,5 kN. Comme pour l'intervalle F, on constate ici qu'aucune. Nous avons maintenant identifié tout le périmètre extérieur de la structure à l'aide de lettres majuscules. Pour compléter notre système de désignation, nous allons maintenant assigner à chacun des espaces triangulaires qui sont formés à l'intérieur de la structure un chiffre. L'ordre de numérotation n'a pas d'importance, mais généralement, on numérotera ces espaces à partir de la gauche et en tournant dans le sens horaire. Pour le cas de notre structure, les espaces triangulaires intérieurs sont numérotés de 1 à 10,
comme on peut voir ici à l'écran. Nous devons maintenant définir la façon dont nous allons identifier les membrures. Si on regarde le diagramme de forme qui est illustré à l'écran, on constate en fait que chaque membrure constitue une frontière entre deux espaces qui sont définis par des lettres ou des chiffres. Donc, chacune des membrures de la structure sera identifiée par le couple de lettres et ou de chiffres qui désignent les deux espaces qui sont adjacents à cette membrure. Par exemple, la membrure qui est identifiée en vert sur la figure à l'écran sera appelée la membrure G6 ou la membrure 6G. L'ordre des lettres et des chiffres n'a aucune importance. Si on prend un autre exemple, à l'écran, la membrure qui est identifiée en vert deviendra la membrure 910 ou la membrure 19. Et finalement, si on donne un dernier exemple, la membrure qui est illustrée ici en vert à l'écran va être désignée comme la membrure A4 ou la membrure 4A et ainsi de suite pour l'ensemble des membrures du treillis. Pour avoir tracé notre diagramme de force et identifier nos membrures, la prochaine étape consiste à construire un polygone de force. Nous allons tracer le polygone de force en utilisant une échelle prédéfinie, par exemple 1 cm égale 10 kN. On placera sur le polygone de force des points qui correspondent aux intervalles définis précédemment et qui sont désignés par des lettres ou des chiffres. Les lignes qui relieront ces points représenteront les forces externes qui sollicitent la structure, ainsi que les efforts. On commence par tracer le polygone de force externe qui sollicite notre structure. Pour y parvenir, on parcourt le périmètre extérieur de la structure. On place tout d'abord le point A sur notre polygone de force. Ensuite, en examinant le diagramme de forme, on constate que la force AB est égale à 10 kN et qu'elle est dirigée vers le bas. Cela signifie que lorsqu'on va tracer notre polygone de force, le point B va être situé à une distance de 1 cm, puisque 1 cm égale à 10 kN, sur une ligne verticale passant par le point A. Le point B va aussi être situé en dessous du point A, car lorsque l'on passe de l'intervalle A à l'intervalle B sur le diagramme de forme, la force AB est dirigée vers le bas. Donc, on a représenté ici à l'écran notre polygone de force, où on a placé le point A et le point B, et on constate que la ligne qui relie le point A au point B constitue un vecteur de force qui représente en fait la force externe de 10 kN qui s'applique sur notre structure. Pour éviter d'alourdir et de nuire à la lisibilité du polygone de force, dans ce qui va suivre, on ne tracera pas les pointes de flèche qui indiquent l'orientation des forces. Donc, on va uniquement placer nos points sur le polygone. Nous allons maintenant continuer à nous déplacer sur le pourtour extérieur de notre structure en tournant dans le sens horaire. Donc, dans ces conditions, la prochaine charge qu'on va rencontrer sur notre parcours est la charge BC. Comme cette charge est égale à 20 kN et est dirigée vers le bas, on va en conclure que le point C va être situé à une distance de 2 cm sous le point B. Donc, sur le polygone de force, on a placé ici notre point C. En continuant de me déplacer sur le pourtour extérieur de ma structure en tournant dans le sens horaire, je vais ensuite rencontrer la charge CD, qui est une charge de 30 kN dirigée vers le bas. Cela signifie que le point D sera situé à 3 cm sous le point C, donc sur le polygone de force. En poursuivant mon parcours, je vais rencontrer la charge DE, qui est une charge de 10 kN dirigée vers le bas, ce qui me permet de placer le point E à 1 cm sous le point D, comme on voit ici à l'écran. Toujours en poursuivant mon parcours autour du périmètre extérieur de ma structure, la prochaine charge que je vais rencontrer est la charge EF, qui est une charge de 2,5 kN et qui est une charge horizontale dirigée vers la gauche. Cela signifie que le point F sera donc situé à 0,25 cm à gauche du point E, donc sur mon polygone de force à l'écran. Ici, on voit. En poursuivant, je rencontre la force FG, qui est une force verticale de 26,25 kN dirigée vers le haut. Cela signifie donc que mon point G va être situé à une distance de 2,62 cm.
Je poursuis mon parcours sur le périmètre extérieur de ma structure jusqu'à ce que j'atteigne la force GH, qui est une force horizontale de 40 kN orientée vers la gauche. Donc, cela me permet de venir placer mon point H sur mon polygone de force et mon point H va donc être situé à une distance de 4 cm à la gauche du point G, comme on peut voir ici à l'écran. J'atteins ensuite la force HI, qui est une force verticale de 43,75 kN dirigée vers le haut. Donc, mon point I va être situé à une distance de 4,375 cm au-dessus du point H et je viens le placer sur. J'atteins donc finalement ma dernière force externe sur mon diagramme de forme qui est la force IA. Cela correspond à une force horizontale de 42,5 kN. Sur le polygone de force qui est reproduit ici à l'écran, nous avons indiqué en rouge la direction de chacune des forces pour bien montrer que ce que nous venons de tracer correspond en fait au polygone des forces externes qui sollicitent la structure et que la somme de toutes ces forces est bien nulle puisque le polygone est fermé. En effet, le point d'arrivée du polygone est égal au point de départ. Cela signifie que l'ensemble de toutes ces forces respecte les conditions d'équilibre statique en translation, c'est-à-dire la sommation des forces verticales égale à 0 et la sommation des forces horizontales égale à 0. Maintenant que nous avons placé toutes les lettres sur notre polygone de force, nous pouvons y ajouter les chiffres qui nous permettront de trouver les efforts internes à l'intérieur de chacune des membrures de notre treillis. Donc, nous allons commencer par placer le point numéro 1. Pour placer le point numéro 1, on doit regarder sur notre diagramme de forme et identifier deux membrures qui sont adjacentes au point numéro 1 et qui contiennent aussi une lettre qui est déjà placée sur notre polygone de force. Donc, dans ce cas-là, il y a uniquement deux membrures qui satisfont ces conditions. La membrure A1, qui est la membrure inclinée à 45 degrés, et la membrure H1, qui est une membrure verticale. Donc, on sait que la force A1 va être placée sur un axe qui est parallèle à la membrure A1 et qui passe par le point A. Donc, on va tracer ici en pointillé une ligne qui passe par le point A qui est parallèle à la membrure A1. Donc, on sait que le point 1 va être quelque part sur cette ligne. On sait également que la force H1 va être placée sur un axe qui va être parallèle à la membrure H1, c'est-à-dire sur un axe vertical, qui va passer par le point H. Donc, si on regarde sur notre polygone de force, à partir du point H, on va tracer une ligne verticale qui est la deuxième ligne en pointillé représentée ici à l'écran. À l'intersection de ces deux lignes-là, on va obtenir le point 1. Le point 1 se trouve quelque part sur la ligne pointillée inclinée et quelque part sur la ligne pointillée verticale. Donc, le seul endroit où notre point 1 peut se situer sur ces deux lignes-là, c'est à la jonction des deux lignes. Donc, on a trouvé ici le point 1. Maintenant que nous avons placé le point 1 sur notre polygone de force, nous pouvons poursuivre la même démarche pour y ajouter le point 2. Donc, si on regarde sur notre diagramme de forme, on constate que la force 1,2 va être placée sur un axe qui va être parallèle à la membrure 1,2 et qui passe par le point 1. Donc, à partir du point 1, je vais tracer une ligne pointillée qui va être parallèle à la membrure 1,2, donc qui va être horizontale. C'est ce que j'ai représenté ici par la ligne bleue pointillée. Donc, je sais que mon point 2 va être quelque part sur cette ligne-là. De la même façon, je sais également que la force dans la membrure G2 va être placée sur un axe parallèle qui passe par le point G et qui est parallèle à la membrure G2. Donc, si je pars du point G et que je trace une ligne parallèle à la membrure G2, c'est-à-dire une ligne verticale, je vais avoir ici ma deuxième ligne pointillée en bleu et je sais que mon point 2 est situé quelque part sur cette ligne-là. Donc, en fait, je trouve que mon point 2 va être situé à l'intersection entre ces deux droites. Donc, mon point 2 est situé à cet endroit-ci. Je veux maintenant placer le point 3 sur mon polygone de force. Donc, je sais que la force 2,3 va être placée sur un axe qui est parallèle à la membrure 2,3 et qui passe par le point 2. Donc, à partir du point 2 sur mon polygone de force, je vais tracer
une ligne parallèle à la membrure 2,3. C'est ce que j'ai représenté ici par la ligne pointillée bleue. Toujours de la même façon, la force A3 va être placée sur un axe parallèle à la membrure A3 et passant par le point A. Donc, sur mon polygone de force, si je pars du point A et que je trace une ligne parallèle à ma membrure A3, c'est-à-dire une ligne verticale, je vais avoir ma deuxième ligne pointillée ici, bleue à l'écran. Donc, le point 3 se trouve à l'intersection entre ces deux droites. Donc, à l'intersection des deux droites ici, j'ai mon point 3. Poursuis avec le point 4. Je sais que la force A4 va être placée sur un axe parallèle à la membrure A4 et passant par le point A. Donc, à partir du point A, si je trace une ligne parallèle à la membrure A4, je vais obtenir la ligne bleue pointillée que j'ai à l'écran. De la même façon, je sais également que la force 3,4 va être placée sur un axe parallèle à la membrure 3,4 et passant par le point 3. Donc, à partir du point 3, je vais tracer une ligne parallèle à la membrure 3,4, c'est-à-dire une ligne horizontale, qui est représentée ici par la ligne pointillée bleue à l'écran. Donc, toujours à l'intersection des deux droites, je vais obtenir la position de mon point 4. Poursuivons avec le point 5. Donc, on sait que la force 4,5 est placée sur un axe parallèle à la membrure 4,5 et passant par le point 4. Donc, je pars du point 4 et je trace une ligne parallèle à la membrure 4,5, c'est-à-dire une ligne verticale. C'est la ligne pointillée en bleu sur l'écran. Et de la même façon, je sais que la force B5 est placée sur un axe parallèle à la membrure B5 et passant par le point B. Donc, à partir du point B, je vais tracer une ligne horizontale et l'intersection entre ces deux lignes va me donner la position du point 5. Je continue avec le point 6. Donc, à partir du point 5, je vais me tracer une ligne parallèle à la membrure 5,6. Et à partir du point G, je vais me tracer une ligne parallèle à la membrure G6. Donc, ça me donne mes deux lignes pointillées à l'écran. L'intersection entre les deux lignes me donne la position du point 6. Donc, le point 6 est situé à cet endroit. Je continue. À partir du point 7, je vais tracer une ligne parallèle à la force C7, donc une ligne horizontale qui passe par le point C. Et à partir du point 6, je vais tracer une ligne parallèle à la membrure 6,7. Donc, à partir du point 6, je vais tracer une ligne verticale. À l'intersection de ces deux lignes-là, je vais obtenir la position du point 7. Avec la même logique, je sais que ma force C8 va être placée sur une ligne qui va être parallèle à la membrure C8 et qui passe par le point C. Donc, à partir du point C, je vais me tracer une ligne parallèle à la membrure C8, c'est-à-dire une ligne horizontale. Et je vais de la même façon tracer une ligne parallèle à la membrure G8, c'est-à-dire une ligne inclinée à 45 degrés, qui passe par le point G. Donc, à l'intersection de ces deux lignes-là, je vais obtenir mon point 8. Passons au point 9. Sur mon polygone de force, la force D9 va être placée sur un axe parallèle à la membrure D9 et passant par le point D. Donc, ça va passer sur la ligne pointillée ici que j'ai indiquée à l'écran. Et puis, ma force 8,9 va être placée sur un axe parallèle à la membrure 8,9, passant par le point 8. Donc, à partir du point 8, je vais me tracer une ligne parallèle à la membrure 8,9, c'est-à-dire une ligne verticale, et mon point 9 va se situer à l'intersection entre ces deux lignes. Je peux maintenant placer mon dernier point, le point 10. La force 9,10 va donc être placée sur un axe parallèle à la membrure 9,10 et passant par le point 9, donc la ligne qui est illustrée ici à l'écran. Et la force E10 va être placée sur un axe parallèle à la membrure E10 et passant par le point E. Donc, à partir du point E, je vais tracer une ligne parallèle à E10, qui est la ligne verticale ici, en bleu pointillé à l'écran. Donc, l'intersection entre les deux lignes va me donner mon point 10. Finalement, il me reste une dernière force inconnue à placer sur mon polygone de force, qui est la force G10. Donc, si je pars du point G et que je trace une ligne parallèle à la membrure G10, ben, je vais évidemment passer par le point 10. Donc, je vais apercevoir encore une fois que mon polygone de force est fermé, ce qui confirme que mon analyse est correcte. S'il se trouvait qu'en fait, ma dernière force ici, G10,
se trouve pas sur une ligne horizontale, c'est-à-dire sur une ligne parallèle à ma membrure G10, cela signifierait que je me suis trompé quelque part en traçant mon polygone de force. Évidemment, c'est aussi une question de précision de la mesure. Donc, selon la précision avec laquelle je vais dessiner mon polygone de force, il est possible qu'à la fin, lorsque je vais venir fermer mon polygone avec la membrure G10, il est possible que je ne sois pas sur une ligne parfaitement horizontale. Je pourrais avoir un petit décalage qui est dû uniquement à la précision avec laquelle j'ai tracé mon polygone. Mais enfin, la dernière ligne que je vais venir tracer devrait être parallèle ou pratiquement parallèle à ma membrure. Une fois que j'ai complété mon polygone de force, je peux passer à la prochaine étape qui est l'évaluation des efforts internes dans chacune des membrures de mon treillis. En fait, chaque ligne que j'ai tracée sur mon polygone de force correspond à un vecteur de force. Donc, je vais pouvoir déterminer facilement l'intensité des forces dans chacune des membrures de mon treillis, simplement en mesurant la longueur de ces vecteurs. Pour synthétiser les résultats obtenus, je vais tracer ce que j'appelle un diagramme d'effort interne. Donc, c'est ce que j'ai reproduit en bas à gauche de l'écran. En fait, le diagramme d'effort interne est seulement la reprise du diagramme de forme sur lequel nous allons indiquer les efforts à l'intérieur de chacune des membrures. Par exemple, pour trouver l'intensité de la force à l'intérieur de la membrure 5-6, on va simplement mesurer la ligne correspondante sur le polygone de force. Donc, si on regarde sur le polygone de force et on mesure la longueur de la ligne 5-6, on va trouver que cette ligne-là mesure 4,8 cm. Et comme on avait adopté une échelle qui était 1 cm égale à 10 kN, ça signifie que l'effort interne dans la membrure 5-6 est égal à 48 kN. Donc, sur notre diagramme d'effort interne, on va reporter cette valeur-là, 48. En mesurant chacune des lignes sur le polygone de force, nous allons donc trouver les efforts internes dans chacune des membrures et nous allons indiquer ces efforts sur notre diagramme d'effort interne en bas à gauche de l'écran. Donc, on a les valeurs ici que j'ai rapportées en mesurant chacune des lignes appropriées sur le polygone de force. Pour déterminer la nature des efforts internes, c'est-à-dire pour savoir si la membrure est sollicitée en tension ou en compression, on choisit un nœud et on classe les intervalles dans l'ordre horaire. Par exemple, si on choisit ici à l'écran le nœud O, si on tourne dans le sens horaire, on va avoir la séquence suivante. On va avoir 6, 7, G, ou bien G, 6, 7, ou 7, G, 6. Okay? Donc, on va tourner comme ça dans le sens horaire. Donc, pour chacune des membrures adjacentes au nœud O, on va utiliser la séquence horaire pour déterminer l'orientation de la force interne correspondante sur le polygone de force. Donc, on sait que le point d'origine et le point d'arrivée de la force correspondent à cette séquence. Suite à ça, si la force pointe vers le nœud, on va en conclure que la membrure est comprimée. Si au contraire la force est dirigée dans la direction opposée au nœud, on va en conclure que la membrure est tendue. Par exemple, si on considère la membrure 6-7, la force va être orientée du point 6 vers le point 7 sur le polygone de force, parce que lorsque je tourne autour du point O dans le sens horaire, je vais passer du point 6 au point 7. Donc, sur le polygone de force, je vais tracer ici ma force qui part du point d'origine, le point 6, et qui se termine au point d'arrivée, le point 7. Si je ramène cette force-là sur mon diagramme de forme, je m'aperçois que ma force 6-7 est dirigée vers le haut. Donc, si je la ramène ici sur mon diagramme de force, c'est le vecteur rouge que j'ai indiqué sur mon diagramme de forme, je vais avoir que ma force est dirigée dans la direction opposée au nœud. Donc, je vais en conclure que ma force, mon effort interne de la membrure 6-7 est un effort interne de tension. Donc, sur mon diagramme d'effort interne en bas à gauche de l'écran, je vais représenter mes efforts de tension en bleu, mes efforts de compression en rouge. Donc, je vais représenter ici ma membrure 6-7 en bleu. Maintenant, si je considère la membrure 7G, je constate en regardant le diagramme de forme que lorsque je vais tourner dans le sens horaire par rapport au point O, je vais passer de la membrure 7 à la membrure G. Donc, ça veut dire que si je vais sur mon polygone de force,
et que je regarde la force 7G, le point d'origine de ma force va être au point 7 et son point d'arrivée va être au point G. Donc, sur le polygone de force, j'ai représenté ici en rouge mon vecteur de force. Donc, ce vecteur-là est dirigé vers le bas. Donc, si je reporte mon vecteur sur mon diagramme de forme en haut à gauche de l'écran, donc je m'aperçois que ma force 7G est dirigée vers le nœud. Donc, si ma force 7G est dirigée vers le nœud, je vais en conclure que ma membrure est comprimée. Donc, sur mon diagramme d'effort interne en bas à gauche de l'écran, je vais représenter mon effort là, dans la membrure 7G, qui est une force de 19 kN. Ben, je vais la représenter en rouge pour indiquer que cette force-là est une force de compression. Je poursuis avec la membrure G6. Donc, sur mon diagramme de forme, en tournant dans le sens horaire autour du point O, je passe du point G au point 6. Donc, ça signifie que sur mon polygone de force, je vais également passer du point G au point 6. Donc, ma force est dirigée vers la droite. Si je ramène ça sur mon diagramme de forme en haut, donc je m'aperçois que ma force est dirigée vers la droite, donc elle est dirigée vers le nœud O. Donc, ça signifie que j'ai un effort de compression. Donc, je vais indiquer sur mon diagramme d'effort interne en bas à gauche que j'ai un effort de compression dans la membrure G6. Sur mon diagramme de forme en haut à gauche de l'écran, j'ai représenté les trois efforts internes dans les trois membrures qui sont attachées au point 0 par des vecteurs de force. J'ai une flèche rouge, une flèche jaune et une flèche verte dans les membrures G6, 6, 7 et 7G respectivement. Si j'examine attentivement le polygone de force à droite de l'écran, je m'aperçois en fait que ce que j'ai fait en faisant mon polygone de force, c'est que j'ai fait l'équilibre vectoriel des forces au point O comme je le faisais au tout début du cours lorsqu'on voyait la méthode point par point. Donc, si vous regardez sur le polygone de force, donc on voit qu'on a l'addition vectorielle de nos trois forces, là, la force en rouge, en jaune et en vert, et que l'addition vectorielle de ces trois forces-là donne évidemment un polygone fermé parce que notre structure est en équilibre statique. À titre d'exemple additionnel, voyons maintenant comment la méthode graphique nous permet en fait de tracer le polygone de force au point Z qui est illustré ici à l'écran. En partant du point 4 et en tournant dans le sens horaire autour du nœud Z, on va d'abord placer la force 4,5 qui part du nœud 4 et qui va au nœud 5 comme on a représenté ici sur notre polygone de force avec la flèche jaune. Ensuite, on va lui ajouter la force 5,6 qui part du point 5 et qui se termine au point 6. C'est la flèche ici en mauve à l'écran. On continue avec la force 6G qui part du point 6 et qui se termine au point G. Donc, c'est la flèche en vert illustrée à l'écran qui est dirigée vers la gauche. Je continue avec la force G2. Donc, elle part du point G et elle se termine au point 2. C'est la force illustrée là en mauve pâle ici à l'écran. Je continue avec la force 2,3 qui part du nœud 2 et qui se termine au nœud 3, qui est représenté par la flèche rouge. Et finalement, je complète mon polygone avec la force 3,4 qui part du point 3 et qui se termine au point 4. Donc, c'est la flèche en bleu pâle qui est orientée vers la droite. Donc, je constate que ce que je viens de faire, en fait, je viens de tracer le polygone des forces qui s'appliquent au nœud Z et que, évidemment, ce polygone de force-là est fermé puisque ma structure est en équilibre statique. Si je ramène chacune des flèches de mon polygone de force sur mon diagramme de forme en haut à gauche de l'écran, ben, je m'aperçois que toutes ces forces-là sont dirigées vers le nœud Z. Donc, ça signifie que toutes ces membrures-là sont comprimées. Donc, sur mon diagramme d'effort interne, en bas à gauche de l'écran, je vais représenter toutes ces membrures-là en rouge, car elles sont toutes comprimées. En répétant cette procédure à différents nœuds de ma structure, je vais déterminer la nature des efforts internes pour chacune des membrures. La figure illustrée en bas à gauche de l'écran montre le diagramme d'effort interne une fois complété. Maintenant que nous avons complété l'analyse de notre structure en treillis à l'aide de la méthode graphique, la cinquième et dernière étape consisterait à dimensionner les membrures. Pour les besoins de la démonstration,
nous allons choisir des membrures en bois lamelé collé. Et même si les efforts internes varient d'une membrure à l'autre, par souci de simplicité, nous allons décider qu'on utilise un seul profilé, une seule dimension pour toutes les membrures du treillis. Puisque nous avons décidé d'utiliser le même profilé pour toutes les membrures du treillis, nous devons donc identifier la membrure qui est la plus sollicitée. En regardant attentivement le diagramme des efforts internes, nous constatons que la membrure la plus sollicitée est la membrure verticale au-dessus de l'appui gauche. Donc, ça correspond à la membrure illustrée ici en jaune à l'écran. Donc, toujours en consultant le diagramme des efforts internes, on trouve que cette membrure supporte un effort de compression P indice F qui est égal à 86 kN. Donc, lorsqu'on va vouloir choisir un profilé pour cette membrure, on doit regarder les conditions de retenue de notre membrure. Donc, si on considère d'une part que les joints sont rotulés et d'autre part que la membrure supérieure du treillis ne peut pas se déplacer latéralement, c'est ce qu'on a illustré ici en haut à droite de l'écran. Donc, on considère qu'on va avoir un revêtement de toiture qui est représenté ici en bleu pâle là, sur l'illustration, qui fait en sorte que la membrure supérieure ne peut pas se déplacer dans l'axe perpendiculaire au treillis. Donc, dans ces conditions-là, on trouve les conditions de retenue aux extrémités du poteau qui sont illustrées à l'écran. Donc, on va distinguer selon l'axe faible et selon l'axe fort. Donc, selon l'axe faible, on voit que le poteau est retenu latéralement au niveau des nœuds. Donc, ça signifie qu'on a une valeur de K qui est égale à 1. Si on regarde la déformation du poteau en pointillé, là, c'est la déformation en pointillé rouge à l'écran sur l'illustration de gauche. On a que K est égal à 1 et on a que la longueur de flanquement dans l'axe faible est égale à 2 mètres. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Par contre, si on considère la membrure selon son axe fort, on s'aperçoit que la membrure est retenue latéralement au niveau de l'appui, est retenue latéralement aussi au niveau du sommet du poteau, au niveau de la toiture. On a dit qu'au niveau de la toiture, le mouvement latéral est empêché, mais entre les deux, notre membrure est libre de se déplacer latéralement. Donc, on va avoir une déformation qui représente ici au profil illustré avec la ligne pointillée en bleu. Donc, selon l'axe fort, notre valeur de K va être égale à 1 et notre longueur de flanquement selon l'axe fort, L indice X, va être égale à 6 mètres. Nous pouvons maintenant choisir un profilé en bois lamelé collé en consultant les tableaux de sélection prévus à cet effet. Mon choix s'est arrêté sur un profilé de 80 par 190 mm et j'ai reproduit ici à l'écran le tableau de sélection correspondant. Donc, je dois vérifier que la résistance de ce profilé est supérieure à l'effort appliqué selon les deux axes, l'axe faible et l'axe fort. Si je commence avec l'axe faible, selon l'axe faible, on a vu précédemment que la valeur de K est égale à 1, que la longueur de flanquement L indice Y est égale à 2 mètres. Donc, si je vais dans mon tableau avec une valeur de KL égale à 2000 mm, pour un profilé de 80 par 190 mm, je vais trouver une résistance à la compression P indice R qui est égale à 132 kN. C'est la valeur encadrée en rouge là, dans le tableau. Donc, c'est supérieur à ma valeur de PF qui, elle, était égale à 86 kN. Ensuite, je vérifie selon l'axe fort. Selon l'axe fort, on a trouvé précédemment qu'on avait une valeur de K égale à 1, que L indice X était égal à 6 mètres. Et pour pouvoir utiliser mon tableau de sélection, le tableau de sélection me donne la résistance du poteau selon l'axe faible. Donc, si je veux utiliser mon poteau de sélection pour avoir sa résistance selon l'axe fort, je dois calculer une longueur équivalente. Donc, ma longueur équivalente va être égale à ma longueur de flanquement selon l'axe fort, L indice X, divisé par le ratio entre le rayon de gyration selon l'axe fort et le rayon de gyration selon l'axe faible, donc la valeur de Rx sur Ry. Cette valeur-là est donnée en bas du tableau, dans la partie verte en bas du tableau. Donc, si je regarde, c'est également encadré en rouge à l'écran. Donc, si je regarde, la valeur de Rx sur Ry est égale à 2,38. Donc, ma longueur équivalente va être égale à 6000 divisé par 2,38. Donc, ça me donne approximativement 2500 mm. Ça me donne légèrement plus, mais j'ai arrondi à 2500 mm pour pouvoir rentrer dans mon tableau. Donc, si je vais dans mon tableau de sélection,
avec une valeur de KL égale à 2500 mm. Je vais lire ici la résistance à la compression de mon poteau, P indice R, qui est égal à 85 kN, et qui est encadré en rouge aussi à l'écran. Et cette valeur-là me donne la résistance à la compression de mon poteau selon l'axe phare. Donc, je trouve que PR est égal à 85 kN. C'est approximativement égal à PF, qui est égal à 86 kN. Disons, à 1 kN près, je vais considérer que ma résistance est adéquate. Donc, j'ai choisi mon profilé en bas lame collé. Dans ce cas-là, je m'aperçois que le facteur limitatif, c'est le flambement selon l'axe phare. Hein. Je constate que j'obtiendrai une rupture par flambement selon l'axe phare avant d'atteindre la résistance selon l'axe faible. Donc, si je chargeais ma membrure jusqu'à la rupture, le mode de rupture serait le flambement selon l'axe phare dans ce cas particulier. Pour m'assurer que les choses soient très claires et pour éviter toute ambiguïté, je termine cette présentation en vous présentant ici à l'écran une image qui montre bien l'orientation des membrures. Donc, on constate que les membrures vont être orientées de façon à ce que le côté le plus long, le côté de 190 mm, soit perpendiculaire au plan du treillis. Je vous remercie pour votre attention.